Alors aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, la concentration en dioxyde de carbone de notre atmosphère monte sans cesse d'année en année. Et cette augmentation de cette concentration en CO2 a un impact important au niveau climatique et se manifeste par un réchauffement climatique. Cette variation de la composition de l'atmosphère, donc à l'échelle d'une vie humaine, n'est pas un cas isolé dans l'histoire de la Terre, puisque l'atmosphère a subi au cours de son histoire très nombreuses variations au niveau de sa composition. Alors l'objectif de cette capsule est de retracer les premiers temps de l'histoire de cette atmosphère et de comprendre comment on a pu passer à une atmosphère qu'on va appeler primitive, celle des tout débuts de l'histoire de la Terre, à l'atmosphère actuelle. Alors, les tout premiers temps de l'histoire de notre atmosphère démarrent au moment de la formation de notre système solaire et plus particulièrement de notre planète. Et tout se passe dans cette nébuleuse composée ici de gaz et de poussière où les corps de plus en plus massifs finissent par s'attirer les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion et qui vont former les corps principaux de notre système solaire, notamment les planètes. Et donc très rapidement, au niveau de ces planètes, les éléments vont se répartir en fonction de leur densité. Vous avez vu en classe de première que les éléments les plus lourds avaient tendance à se concentrer au centre de la planète, tandis que les éléments les plus légers, comme les gaz par exemple, se retrouvaient en périphérie, et ce qui va former notre atmosphère primitive, qui est de la même composition que les gaz qu'on trouve dans la nébuleuse, c'est-à-dire essentiellement de l'hélium et de l'hydrogène. Très rapidement, de par l'activité volcanique intense qui se met en place, une atmosphère qu'on va appeler primaire va remplacer cette atmosphère primitive. Elle est encore très différente de l'atmosphère actuelle et les principaux changements entre l'atmosphère primaire et l'atmosphère actuelle sont la quasi-disparition de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. L'augmentation en parallèle, on le voit ici, de la teneur en diazote et l'apparition du dioxygène. Alors ces changements sont dus à des mécanismes d'interaction intervenant entre la géosphère, la biosphère et l'atmosphère. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est devenu le CO2 et finalement d'où vient le dioxygène ? Par suite d'une diminution de la température, très rapidement, durant les 100 premiers millions d'années de l'histoire de notre atmosphère, l'atmosphère primaire va évoluer rapidement. Et la vapeur d'eau va finir par se condenser et au cours d'un véritable déluge universel, va donner naissance aux océans. Débarrassée de la vapeur d'eau il y a à peu près 4 milliards d'années, un peu plus de 4 milliards d'années, l'atmosphère est alors essentiellement formée de dioxyde de carbone et d'azote. Une fois les océans formés, naturellement, une grande partie du dioxyde de carbone atmosphérique va se dissoudre dans les océans. Les océans se refroidissant, le CO2 va devenir de plus en plus soluble dans l'eau. On voit ici sur ce graphique que la température descendant, la solubilité du dioxyde de carbone augmente au sein de l'océan. Ce CO2 soluble va se retrouver sous la forme d'ion HCO3- qui, combiné aux ions calcium, va pouvoir former du CaCO3, qu'on appelle également des carbonates ou des calcaires, qui sont donc une forme de piégeage du CO2. Mais ce n'est pas fini. Un autre processus va permettre de faire diminuer encore de manière plus importante la concentration de CO2 atmosphérique. Alors dans les océans, une fois dissous, le CO2 va former un acide faible qui est l'ion HCO3-. Et cet ion HCO3- va attaquer les silicates des roches de la croûte terrestre. Par exemple, l'altération d'un feldspath calcique, donc un minéral qu'on retrouve dans le basalte de la croûte terrestre, va se traduire par l'équation suivante. Les ions calcium qui ont été libérés vont réagir avec les ions HCO3- pour former des carbonates, autrement dit des calcaires. Remarquez ici qu'on consomme 2 moles de dioxyde de carbone pour 1 mole de feldspath calcique altéré et que la production
d'une mole de carbonate libère une mole de dioxyde de carbone. Donc on en consomme 2, on en libère une. Donc ainsi, si on fait le bilan des réactions 1 et 2, il apparaît que l'altération d'une mole de feldspath calcique se traduit par la consommation d'une mole de CO2 et par la formation d'une mole de carbonate de calcium. Donc l'altération des roches silicatées va participer à la baisse du CO2 atmosphérique, ainsi piégé, par exemple, dans les calcaires. Alors si on fait un premier bilan intermédiaire, eh bien, on s'aperçoit que lors des premiers 500 millions d'années de l'existence de cette atmosphère, il s'est déjà produit un certain nombre de transformations qui l'ont fait passer de l'atmosphère primitive, avec une composition en gaz proche de celle de la nébuleuse planétaire, à une atmosphère primaire, avec une atmosphère très riche en eau, en dioxyde de carbone très pauvre en azote, et il y a à peu près 4 milliards d'années, à une atmosphère qu'on va appeler secondaire, qui est relativement assez proche de la composition actuelle, tout au moins en CO2, parce qu'en dioxygène, pour l'instant, il n'y a quasiment pas de dioxygène dans cette atmosphère. Donc on va voir comment on va passer d'une atmosphère non respirable, entre guillemets, à une atmosphère respirable ou vivable, qui aura une composition donc comparable à celle de l'atmosphère actuelle. Alors les sédiments nous ont laissé un certain nombre d'archives qui vont nous permettre un peu de retracer à quelle période et comment l'atmosphère de la Terre s'est enrichie en dioxygène. Eh bien, entre 3,8 et 2,2 milliards d'années, eh bien, on observe des dépôts détritiques marins et fluviatiles d'uraninite. Alors l'uraninite, qui est de formule UO2, est un minerai d'uranium qui, en présence de dioxygène, va s'oxyder et va devenir soluble. Donc on ne pourra pas trouver des gisements d'uraninite si le milieu est riche en dioxygène. Donc la présence d'uraninite révèle donc une teneur en dioxygène de l'atmosphère très très faible au moment de leur dépôt, en général plus de 100 fois inférieure à la teneur actuelle. Donc entre 3,8 et 2,2 milliards d'années, on peut estimer que la concentration en dioxygène du milieu et donc de l'atmosphère était relativement très très pauvre en dioxygène. Alors un deuxième indice géologique va être très intéressant. Il s'agit des dépôts de fer rubané. Eh bien, les gisements de fer rubané sont des formations sédimentaires marines qui vont constituer actuellement les plus riches gisements de fer mondiaux. Les oxydes de fer de ces gisements, qui sont en général sous forme de magnétite Fe3O4 ou de l'hématite Fe2O3, eh bien, vont résulter de l'oxydation des ions ferreux Fe2+, qui vont passer de l'état réduit à l'état oxydé. Donc le passage de cet état réduit à cet état oxydé montre que le milieu dans lequel se sont formés les fers rubanés était relativement assez riche en dioxygène. Alors en effet, si on reconstitue un petit peu l'histoire de ces fers rubanés, eh bien on peut imaginer le scénario suivant. Ces ions ferreux Fe2+, qui sont apportés par les eaux pluviales privées de dioxygène, car à cette époque il n'y a pas de dioxygène dans l'atmosphère, donc vont arriver dans le milieu marin. Et la rencontre de ces eaux avec des eaux marines oxygénées, on verra pourquoi elles sont oxygénées, eh bien, va déclencher l'oxydation de ces ions ferreux en ions ferriques qui vont précipiter alors sous forme d'hématite ou de magnétite, et donc vont constituer ces dépôts de gisements de fer rubané. Ils sont fréquents entre 3,4 et 1,9 milliards d'années. Alors, présent jusqu'à 1,9 milliard d'années, parce qu'on peut supposer que tant qu'il y a du fer dans l'océan à oxyder, eh bien, ces dépôts de fer rubané vont se réaliser. Quand il n'y aura plus de fer dans l'océan, ou tout au moins plus suffisamment, eh bien, on va voir la disparition de ce dépôt de fer rubané. Alors vous constatez sur le schéma que parallèlement apparaît ce qu'on appelle des couches rouges, qui sont également du fer oxydé, mais cette fois-ci au niveau des continents. Alors voyons ceci d'un peu plus près. Alors ces couches rouges, ou également appelées paléosols rouges, sont l'équivalent des dépôts de fer rubané marin, mais cette fois-ci en milieu continental. Ce sont des roches qui sont colorées en rouge par des oxydes ferriques, donc Fe3+, qui se retrouvent par exemple sous forme d'hématite Fe2O3. Donc,
ces dépôts de fer, ces couches rouges, pardon, ces dépôts de couches rouges ou de paléosol rouge, eh bien, révèlent la présence de dioxygène, cette fois-ci dans l'atmosphère. Effectivement, puisqu'il n'y a plus de fer à oxyder au niveau des océans, l'oxygène qui est toujours produit, on va le voir comment juste après, eh bien cette fois-ci, sa concentration augmente très nettement dans l'océan et peut passer dans l'atmosphère où sa concentration n'était pas importante. Donc à partir de 2,2 milliards d'années, la présence des couches rouges continentales est un indice nous permettant de dire que le dioxygène commence à passer, et de plus en plus fort, vers l'atmosphère. Alors, recherchons maintenant par quel processus l'atmosphère a-t-elle pu s'enrichir ainsi en dioxygène. On sait que la production de dioxygène est exclusivement le fait de végétaux chlorophylliens. Bon, il y a 4 milliards d'années, on ne trouvait pas des arbres, on ne trouvait pas des plantes, au mieux on trouvait des organismes unicellulaires. Alors aujourd'hui, en Australie par exemple, il y a des édifices qu'on appelle des stromatolithes, qui sont des édifices calcaires, qui résultent de l'activité de bactéries qu'on appelle cyanobactéries, qui possèdent de la chlorophylle et qui sont capables de photosynthèse. Elles vont former une couche plus ou moins visqueuse, donc à la surface d'un support minéral, et leur activité photosynthétique va d'ailleurs provoquer la précipitation de carbonate. On va voir comment juste après. Alors, des formations comparables ont été découvertes dans des couches géologiques anciennes, et on a retrouvé au sein de ces formations des traces fossiles que l'on peut comparer aux cyanobactéries actuelles. On peut donc supposer qu'il y a 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire l'âge des plus anciens stromatolithes, et bien que dès 3,5 milliards d'années, il existait sur Terre des organismes vivants du type cyanobactéries, qui étaient des organismes photosynthétiques et donc producteurs de dioxygène. Ces organismes prélevaient du dioxyde de carbone pour réaliser la photosynthèse et donc produire du dioxygène. Et bien, si on regarde l'équation ici donc, de la formation des carbonates, eh bien, si on prélève du dioxyde de carbone dans le milieu, eh bien, cette équation va avoir tendance à s'orienter de la droite vers la gauche, c'est-à-dire vers la production de CaCO3, ce qui explique la production de carbonate que l'on retrouve dans ces édifices qu'on appelle stromatolithes. Bien, pour finir, résumons les événements. Les dépôts d'uraninite donc démontrent que jusqu'à peu près 2,5 milliards d'années, eh bien l'atmosphère de la Terre était totalement réductrice, c'est-à-dire sans aucune trace de dioxygène. Les stromatolithes apparaissent vers 3,5 milliards d'années et grâce à la photosynthèse produisent du dioxygène. Les stromatolithes étant des organismes plutôt marins, eh bien ce dioxygène va se retrouver tout d'abord dans les océans, mais à proximité des continents. Le fer est fait de plus amené donc par les fleuves, eh bien, au contact de ces eaux oxygénées à cause de l'activité des cyanobactéries, eh bien, va s'oxyder et provoquer la formation des dépôts de fer rubané, qui commencent à disparaître aux alentours de 2,5 milliards d'années. Dès 2,5 milliards d'années, eh bien, apparaissent les couches rouges continentales, preuve que l'atmosphère est passée de réductrice à oxydante, c'est-à-dire qu'elle s'est enrichie en dioxygène. L'histoire de l'atmosphère ne s'arrêtera pas là, puisque vers 500 millions d'années apparaîtra une couche d'ozone, O3. L'ozone apparaît donc par la dissociation des molécules de dioxygène, et la formation de la couche d'ozone, en arrêtant en partie les rayons ultraviolets du Soleil, permettra à la vie, quelques dizaines de millions d'années plus tard, d'aller conquérir les continents et donc de sortir des océans.